Jabran Avidi, qui est... Jabran, je dis avec un D. Jabran. Ah bon, j'ai dit avec un D. Qui vient donc, qui est chargé de recherche à l'IPGP, nouvellement voilà, arrivé, et qui a fait, donc si je repars du début, sa thèse sur le souffle dans le manteau à l'IPGP, puis est parti à Carnegie pour un postdoc, puis après à Tübingen, The Place to Be, et après à Los Angeles, à UCLA, où là il va en effet nous montrer ses travaux faits à UCLA sur l'azote et le méthane dans le manteau. Donc merci d'être là aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, merci de m'avoir invité. Donc aujourd'hui je vais pas parler du méthane, parce que ce serait tout un autre truc. Je vais me focaliser sur une systématique isotopique qui est relativement utilisée dans la communauté pour discuter de la notion de l'origine des éléments volatiles. C'est une systématique qui a des aspects qui sont restés relativement ambigus, et avec un nouvel outil qui est la contrainte de la double substitution isotopique 15N dans le diazote, la molécule N2, on pense pouvoir apporter des nouvelles contraintes. Donc voilà, c'est ce dont je vais parler. Vous voyez que la liste ici de collaborateurs est assez longue. Cette liste, il y a peut-être des fautes d'orthographe d'ailleurs, j'en vois une. Elle ne cesse d'augmenter. Donc bien sûr, je remercie aussi mes collaborateurs qui nous ont fourni, qui sont des volcanologues, certains d'entre eux qui vont sur le terrain, qui nous apportent les échantillons les plus pertinents, mais aussi qui font des études de labo et qui mesurent des gaz rares, que j'ai utilisé dans cette présentation dont je vais montrer mes données, mais je vais aussi montrer leurs données. Je serai ravi de donner du détail s'il y a besoin en temps voulu. Donc, comme je le disais, la question scientifique qui motive cette recherche, c'est la question générale de la notion de l'origine des éléments volatiles sur Terre. Là, bien sûr, j'ai montré une belle image de la Terre. On voit bien que, bien entendu, il y a une hydrosphère, une atmosphère qui comment dire, définit, ou qui est la condition sine qua non pour driver l'habitabilité de la planète. Je me suis intéressé à des éléments qui sont très volatiles, par exemple l'azote ou l'argon, qui sont donc les constituants majeurs avec l'oxygène de notre atmosphère moderne. Donc ce sont des éléments qui sont importants. Quand on regarde un petit peu les estimations de budget de ces éléments dans la Terre, on se rend compte qu'en réalité, il y aurait au moins 50% de ces éléments qui seraient distribués dans l'intérieur de la Terre, dans le manteau terrestre, et qui seraient donc une sorte de complément du réservoir atmosphérique. Et ce qu'on se demande, c'est comment est-ce que ces éléments, qui sont très volatiles, comment est-ce qu'ils ont atterri dans le manteau terrestre. Alors, c'est une vieille question qui remonte aux années peut-être 70. Il y a différentes hypothèses qui existent dans la communauté, qui préexistent à ce travail, bien entendu. Les deux les plus anciennes sont résumées sur cette slide, que j'illustre avec une photographie, une photographie réelle, qui n'est pas une simulation, qui est une photographie prise dans l'infrarouge d'un vrai disque protoplanétaire en formation autour de l'étoile HLTO. On voit donc une étoile jeune en formation avec des disques concentriques qu'on imagine constitués de gaz et de poussière. Donc, une des hypothèses pour expliquer l'origine des volatiles au sein d'une planète, dans son intérieur, c'est que tout simplement ces molécules de poussière qui sont petites, là qui ont la taille du millimètre dans cette photographie, parce que c'est la longueur d'onde à laquelle on prend la photo, l'idée ce serait que ces molécules déjà contenaient des éléments volatiles et que les planètes simplement auraient hérité de ces phases volatiles. L'hypothèse simpliste, qui en fait est probablement quelque chose de juste associé à cette hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que, au contraire, en réalité, toutes ces particules baignent dans un gaz de composition nébulaire. Il n'y a pas que des solides, il y a aussi du gaz. Et lorsque les planètes se forment, elles fondent, et il y a des océans de magma, et ces océans de magma captent, via dissolution, captent du gaz nébulaire, qui expliquerait, d'une autre manière, la présence d'éléments volatiles dans les planètes. Donc voilà, ça permettrait d'en arriver à l'espèce d'implication intéressante que les planétésimaux auraient été immergés dans du gaz nébulaire pendant assez longtemps pour pouvoir acquérir du gaz. C'est une hypothèse qui n'est pas du tout oubliée, qui est très populaire. Il y a encore un papier à Nature qui est sorti le 18 octobre qui parle encore de ça sur l'observation d'exoplanètes. Donc ça, c'est une idée qui est tout à fait dans l'air du temps. Il y a une autre idée qui est dans l'air du temps, c'est qu'en réalité, on commence à comprendre que les planètes se forment par collision, qu'il y a de l'aluminium 26 qui font ces planètes jeunes.
Donc bien entendu, il y a des océans de magma. Ce ne serait pas une présentation de géochimie si je n'avais pas montré une planète en explosion. Donc là, ce qu'on voit, c'est une espèce d'image d'artiste de ce qu'on imagine être la collision entre la Terre et le précurseur enfin ce qui a donné à la formation de la Lune, j'imagine. J'ai trouvé ça sur Google. Mais l'idée, c'est que ces planètes en formation, notamment la Terre, on sait qu'elles ont eu des épisodes de très haute énergie où elles ont dégazé leurs éléments volatiles, simplement par des lois de solubilité. Elles ont dû perdre ces éléments volatiles parce que lorsque les océans magma étaient exposés au vide, tout simplement. Donc la question, c'est comment est-ce que le moindre volatile aurait pu survivre à ces conditions de très haute énergie. Donc la question devient comment est-ce que des volatiles qui seraient préexistants aux épisodes d'impact, aux épisodes de fusion partielle ou totale des planètes, auraient pu survivre. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Et l'hypothèse qu'on commence à retrouver très systématiquement actuellement dans la communauté, c'est qu'en réalité, le manteau aurait acquis ces volatiles grâce à la subduction. C'est la subduction au cours des temps géologiques qui aurait rempli le manteau d'éléments volatiles. Bon, ça, ça n'explique pas très bien la présence d'éléments volatiles dans le corps parent des Andrites ou dans la planète Mars, où a priori il n'y a pas de subduction active. Mais bon, c'est une idée qui est très populaire dans la communauté pour expliquer la composition du manteau terrestre. Et c'est un peu ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui, en tout cas d'une manière, bien sûr je n'aurai pas de réponse définitive, mais c'est un peu les questions que je souhaite discuter. Alors aujourd'hui je vais parler donc de l'azote, de la distribution de cet élément dans différents réservoirs. En géochimie isotopique, on aime bien faire des grands réservoirs qu'on imagine être homogènes, en tout cas par simplification. Donc aujourd'hui je vais parler de l'air, qui contient donc une grande fraction de l'azote terrestre, mais aussi du manteau convectif qui est échantillonné par les basaltes dorsales, ce qu'on voit sur ce graphe classique de Courtillot, où on imagine ici par exemple une dorsale. Là, la représentation du manteau supérieur ou manteau inférieur, elle n'est pas tout à fait correcte. Enfin, en tout cas, c'est une idée qui n'est pas forcément tout à fait consensuelle. Mais bon, on a aussi le manteau, pas primitif, mais profond, qui ne prend pas part à la convection, et qu'on espère que l'on échantillonnerait au travers des points chauds. On voit par exemple ici Louisville, on peut penser à Hawaï, on peut penser à l'Islande ou peut-être la chaîne des Puys. Donc la question, dans ces conditions, ce que fait la communauté donc, pour décrire l'échange entre différents réservoirs, ce qui potentiellement se fait par la subduction, avec cette flèche-là très grossière, c'est de caractériser les compositions isotopiques de ces différents réservoirs. Donc, ce sur quoi la communauté a beaucoup travaillé, c'est de caractériser le rapport isotopique de l'azote, quinzaine sur quatorzaine. Aujourd'hui, je vais parler de ce rapport isotopique, je vais apporter ce que je pense être des nouvelles contraintes, mais je vais aussi parler des rapports élémentaires, azote argon 36 et azote hélium 3. Et je vais me focaliser sur ces deux rapports élémentaires, puisque, en tout cas pour le cas de l'hélium 3, on imagine assez mal que l'hélium 3 soit un élément, un isotope facilement recyclable, facilement subductable. Et donc des variations du rapport azote-hélium, je vais considérer, peuvent être des indicateurs de quantité d'azote qui auraient été apportés par la subduction dans un réservoir mantélique donné. Le raisonnement est à peu près similaire pour l'argon 36, même si l'argon 36 est un petit peu plus discuté comme étant potentiellement recyclable. Enfin, je vais apporter donc des éléments de réflexion sur ces données. Ce qu'on fait typiquement, on étudie des basaltes. Je pense que peut-être certains dans la salle reconnaissent cette photo qui avait été prise par Cédric Hamelin sur la mission PAC Antarctique 2, parce que je la trouve juste très parlante, parce qu'on utilise des basaltes qui sont éruptés à grande profondeur dans les océans, qui sont trempés par le contact avec l'eau, et leur belle glacérime, donc la partie extérieure qui est vitrifiée, si on a de la chance, elle peut retenir des volatiles qui peuvent tracer la source mantélique de ces basaltes. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait, c'est ce qui a été fait, par exemple, là j'ai cité un papier de Bernard Marty, des années 90, mais le travail sur l'azote ou sur le carbone pour ces basaltes a été en grande partie initié dans le laboratoire dans lequel j'ai la chance de travailler aujourd'hui par Marc Jahoua, mais qui a été aussi plus tard fortement dominé par Bernard Marty. Donc, je vais montrer là une figure de Bernard justement dans un papier, je pense, de 2003, où il montre toutes les données qui ont été acquises sur le delta quinzaine des basaltes. Et ça donne un peu une idée de ce qu'on pense savoir de la composition du manteau. Donc là j'ai le delta quinzaine, ce qui correspond en fait au rapport isotopique de l'azote, normalisé à une référence qui est l'air, qui est à 0. Et ce que Bernard pense observer ici, c'est trois composants. Ici, là, c'est le rapport isotopique de l'argon. Je peux donner des détails s'il faut, mais l'air est à 300, le manteau est à plus de 10 000, en gros. Et l'idée, c'est que voilà, il y aurait trois composants, l'air qui viendrait contaminer les basaltes lors de leur éruption, mais certains basaltes seraient moins contaminés que d'autres et verraient des pôles
pour les basaltes de dorsale avec un delta quinzaine négatif, aux alentours de -5. Et pour les basaltes de point chaud, avec une delta quinzaine qui semble être positif entre 0 et +3. Alors ça, c'est une information qui est importante, surtout le fait qu'il y ait une différence isotopique entre ces deux réservoirs. Pourquoi? Parce que ce delta quinzaine de +3 à +5, pardon, de +0 à +5 dans les basaltes de point chaud, il a été reconnu comme étant similaire aux sédiments ou aux valeurs de croûte océanique altérées. Là, je montre ici un histogramme de données, il y a des sédiments modernes, c'est un petit peu difficile à voir. En gros, il y a des sédiments modernes, des sédiments archéens, des métasédiments de toutes sortes, et là, on a les basaltes de dorsale. Là, pardon, excusez-moi, on a les diamants, et là, ici, on a les basaltes de dorsale. Donc, les diamants qui sont aussi des échantillonneurs du manteau convectif. Ce qu'on voit, c'est qu'on a bien un manteau convectif avec un delta quinzaine qui semble être inférieur à la valeur de l'air. Mais comme par hasard, tous les sédiments sont autour de entre 0 et plus en valeur moyenne. Ça tombe et là, c'est à +7,8, +6, etc. On a des valeurs positives. Donc, ce qui a été proposé encore récemment, en 2016, dans un papier de Geochemical Perspective, Letters, ce serait qu'en fait, les points chauds en fait, ont reçu énormément d'azote subducté d'origine sédimentaire, ce qui expliquerait leur composition. C'est un peu l'idée que j'essaie de critiquer dans cette présentation. Ce qu'on a fait, nous, Pardon. Excuse. Oui. Là, tu parles de points chauds, mais tu montres les morbes. Et les points chauds, ils seraient où, là? Alors, les points chauds, en fait, là, dans le diagramme, il n'est pas dans l'histogramme, malheureusement. Mais les points chauds, ils seraient tous ici. Ok. Et en fait, les données de points chauds, elles viennent de cette figure-là. En fait, elles viennent de quelques articles seulement. On a tous les points chauds qui sont les points vides et qui sont tous avec des attaques canadiennes entre 0 et 5 points 1000. Et on est très bruité. Donc on espère que la valeur moyenne soit autour de +3, +4 points 1000. Et l'air, c'est quoi? Excuse-moi. L'air de l'atmosphère, c'est 0. C'est 0. L'air, c'était 0. Pardon, l'air est ici. Okay. Ce qui est aussi le cas de l'eau sous-marine qui en fait, récupère de l'azote dissous atmosphérique. Et j'ai une autre question par Bien rapport sûr. à ton là. Donc là, les sédiments, la matière organique, elle est au même endroit que les sédiments? Oui. D'ailleurs, on la voit ici. Ici, là, dans le cas de cette figure que j'ai trouvée, c'est de la matière organique archéenne. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les sédiments modernes et dans les sédiments anciens, ce qui a permis aux roches de liquéfier de l'azote, c'est au travers de la matière organique. En fait, l'azote est associé à la matière organique. À un moment donné dans l'histoire du sédiment, lors de sa consolidation, cette matière organique chauffe, on se retrouve à former de l'azote minéral, sous la forme de NH3. En gros, ça vient remplacer les... Oui, donc quand on dit sédiment en matière organique, c'est pareil. C'est pareil. En fait, la matière organique, c'est une sorte de précurseur de ce qui va devenir ensuite le sédiment. En tout cas, dans la compréhension de ce que disent les gens de l'azote. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, je vais essayer un peu de discuter. Ça, c'était un peu le contexte. Et c'est ce que je vais essayer de discuter, peut-être par certains aspects de critiquer, avec des nouvelles données qui sont obtenues, non pas sur des basaltes, mais sur des, si j'appelle ça des fibroles, en fait, c'est des fluides hydrothermes qui contiennent de l'azote, qui sont des fluides qui sont mélangés, qui sont aussi de l'atmosphère. Et je vais discuter un petit peu ce qu'on peut obtenir comme information de ces fluides. Alors nous, les géochimistes de laboratoire qui ne connaissent rien au terrain, on espère que nos collègues nous récupèrent des échantillons de dégazage actif de volcans, ou même de dégazage passif, mais de haute température. En réalité, malheureusement, quand ils vont sur le terrain, ce qui nous sort surtout, c'est plutôt des échantillons qui ne sont pas très impressionnants. Là, ici, je vous montre deux étudiants du Il n'y a pas de fractionnement, non, non. Ça, c'est deux étudiants du groupe de Bernard Marty. Là, il y a Mike Broadley et David Baker qui sont allés récupérer des échantillons. Il n'y a pas le son, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont en train de chanter. Et en fait, là, c'est une source chaude de l'Eiffel, donc c'est un massif volcanique allemand, qui a plein de complications, dont je ne rentrerai pas du tout dans le détail. Mais bon, voilà, là, on a des échantillons qui ne sont pas très impressionnants, mais je vais vous montrer qu'en fait, des échantillons peu impressionnants sur le terme de le flux de chaleur dégagé, etc., ça peut être surprenant et on peut obtenir des compositions qui sont quand même très impressionnantes et très proches de la composition du manteau. Ça, j'espère pouvoir vous démontrer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Voilà. Alors, ce qu'on utilise, bien entendu, ce sont des échantillons comme les basaltes dont je vous montrais tout à l'heure. Les basaltes on voit des tendances de contamination. Il y avait des valeurs mantéliques et il y avait des valeurs qui étaient contaminées par l'eau de mer. Les fumaroles, c'est encore pire. Les fumaroles, c'est blindé d'oxygène, c'est blindé de composants atmosphériques. Justement, ça ne montre pas d'oxygène, ce qui est une information intéressante, mais il y a un risque, un problème de contamination par de l'azote atmosphérique associé à un aquifère qui communiquerait avec un système hydrothermal. Et pour essayer de soustraire
la contribution de cet azote atmosphérique, on utilise une nouvelle technique qui est le traçage du quinzaine-quinzaine. Je vais discuter un petit peu ce que c'est. Quinzaine-quinzaine, c'est la double substitution isotopique de l'espèce isotopique lourde, quinzaine, dans le N2. Donc là, c'est une molécule de N2 qui, au lieu de contenir un azote de quinzaine et un azote quatorzaine, contient deux substitutions isotopiques. On appelle ça l'isotopologue le plus lourd. Isotopologue, ça veut dire espèce isotopique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le groupe de UCLA en 2017 a trouvé que l'azote atmosphérique montrait un enrichissement remarquable, très fortement hors équilibre, en quinzaine-quinzaine par rapport aux prédictions thermodynamiques, que je vais décrire dans une minute. Donc en fait, il y a cette... c'est comme s'il faut penser en termes de fractionnement indépendant de la masse, du souffle, que les gens maintenant aiment bien tracer parfois dans les conchas, c'est pas toujours simple. C'est un peu la même idée. Il y aurait un fractionnement énorme en quinzaine-quinzaine dans l'atmosphère et qu'on vient essayer de tracer dans les échantillons dont on pense qu'ils sont peut-être contaminés pour aller venir vérifier la contamination et essayer de comprendre les tendances de contamination. Pour ça, je vais expliquer bien entendu, là c'était pas très bien dit, mais je vais l'expliquer dans le détail. Pour ça, on utilise le panorama, qui est donc un spectromètre de masse à source gazeuse, dont je vais montrer une photo ici, qui n'existe en routine que sur le campus de UCLA. C'est le plus large spectromètre de masse à haute résolution qui existe. Et sa géométrie est telle qu'il permet d'obtenir des très hautes résolutions. Là, typiquement, en routine, on montait à 60 000 en haute résolution, calculé sur le 95%. On peut monter jusqu'à 90 000 dans une bonne journée. Juste pour donner une idée, sans vouloir comparer les bécanes, puisqu'elles sont évidemment pour des applications différentes, mais un Neptune, si je ne me trompe pas, ça va monter à 10 000 de haute résolution. Donc on est sur un instrument de vraiment très très haute résolution. À quoi ça sert? Ça sert à pouvoir résoudre les isotopologues rares, par exemple le quinzaine-quinzaine, de ces interférences. Alors là, c'est le seul scan de masse que je vous montre pour les fans de spectrométrie de masse. Ici, donc, je vous invite à regarder le pic bleu qui correspond à la masse 30 et le pic rouge que j'ai mis par comparaison, qui sert juste à comparer les choses, qui correspond au quatorzaine-quatorzaine. Vous voyez les unités, bien entendu, là on est en 10-10, ici on est en 10-15, parce que c'est beaucoup plus rare. Ici on est sur un multi, alors là on est sur un 10 puissance 11. L'intérêt, c'est que je vous invite à regarder, encore une fois, pour les gens qui sont intéressés dans la spectrométrie de masse, les échelles de masse ici. On sépare un pic qui est à 30,076, un pic qui est à 30,079. On sépare des pics qui sont extrêmement proches grâce à la résolution, offerte par l'instrument. Là, deux mots sur ce contaminant. Le monoxyde d'azote, c'est un contaminant qui est absolument ubiquiste, je pense, on peut dire. C'est-à-dire qu'il est présent dans tous les spectromètres de masse, on ne peut pas s'en passer. C'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer, sans un spectromètre de masse à haute résolution, on ne peut pas mesurer l'abondance de cet isotopologue qui serait toujours mélangé avec le contaminant dans un spectromètre conventionnel. Donc voilà. Et sinon, le NO, l'oxyde d'azote, il est où là? Il doit avoir une interférence d'oxyde d'azote quelque part. Et il est là. Ah oui, excuse-moi. Ouais. Il est là. Et t'as pas un NO qui est, si tu as du... T'as pas un NO sur la masse 30? Sur la masse 30, il y a peut-être un NO, mais si tu veux, si tu regardes les abondances, ça va être extrêmement petit par rapport au pic du 14e, 14e. D'accord. La masse 30, pardon, attends. Si tu me parles de la masse 28, là c'est la masse 30. Sur la masse 30, il est là. Sur le quinzaine, tu dois avoir le 14e, 17O. 14e, 16O. Bah oui. Il est là, il est là. Oui. D'accord. Et il est Je résolu. sais pas, là. Il est résolu par la haute résolution. Sans la haute résolution, dans un spectromètre conventionnel, il n'y aurait un seul grand pic. Mais tu as mis le 28 en même masse que le 30. Oui, je l'ai mis parce que c'est comme ça qu'on règle la machine. Parce que du coup, au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on s'amuse à aligner les pics. Hein, tous les gens qui font du spectro sont familiers avec ça. On aligne les pics, on lance la mesure ici. Voilà. Le concept qui est derrière ça, c'est l'idée de déterminer l'abondance de molécules qui contiennent deux substitutions isotopiques. Et dans cette communauté, on définit deux termes, le terme stochastique et le terme clumped. Stochastique, c'est la notion de distribution aléatoire des doubles substitutions isotopiques. C'est-à-dire, il y a autant de quinzaine-quinzaine que de quatorzaine-quatorzaine que de 15-14. Dans clump, et ça c'est quelque chose qu'on peut vérifier avec des calculs initiaux à basse température, avec des expériences, on se rend compte que quand à basse température, par exemple à je sais pas, 100 degrés ou 50 degrés, on augmente probabilistiquement, on augmente la quantité de molécules quinzaine-quinzaine associées les unes aux autres, et donc quatorzaine-quatorzaine associées les unes aux autres, dans un échantillon donné. Et typiquement,
dans la nature, on ne regarde pas ça, on regarde ça. Dans la nature, on peut faire une prédiction toute simple entre la température et ce qu'on attend de la quantité de molécules clump, c'est-à-dire les molécules qui sont à droite. 15, 15. En Y, c'est le grand delta 30, c'est-à-dire 15-15. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour définir la quantité de 15-15 dans un échantillon donné. Et ce qu'on fait, c'est que voilà, dans la nature, on attend la quantité de 15-15 à 25 degrés comme étant à 1 pour 1000 au-dessus de la référence étant la très haute température. Donc à très haute température, on est dans un domaine aléatoire, c'est-à-dire qu'on est tellement à haute température qu'il n'y a pas d'association préférentielle des isotopologues en fonction de leur énergie de liaison. Donc tout est mélangé d'un point de vue complètement aléatoire. C'est ce qu'il y a là, à haute température. Et puis dès qu'on se retrouve à basse température, les énergies de liaison du 15N-15N favorisant la minimisation de l'énergie de Gibbs sont telles qu'on se met à produire du 15N-15N, entre 0 et 1 pour 1000. Je ne vais plus parler de minimisation de Gibbs à partir de là, c'est fini. C'est-à-dire c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Mais l'idée, c'est de minimiser l'énergie en utilisant l'énergie de liaison du 15N-15N qui est plus importante. Oui, Là, ça veut dire que tu ordonnes quand tu chauffes. Je ordonne quand je baisse la température. Donc, tu m'as dit à haute température là. Alors, ordonner, je ne sais pas ce que tu veux dire par ordonner dans ce cas-là, mais on est aléatoire à haute température. Et on Donc stochastique, c'est haute température. Allez, le stochastique haute température. Ah d'accord, j'ai compris l'inverse. Ok. Stochastique haute température. Ok. Donc là, je montre. Maintenant, je vais commencer à parler de mes données un petit peu. Là, je montre toutes les données. Ici, c'est devenu grand delta 15N15N, mais c'est la même chose que grand delta 30. D'accord. C'est la quantité de 15N15N représentée en fonction du delta 15N, du petit delta 15N conventionnel. Là, c'est toutes les données que j'ai obtenues en 2 ans. Chaque point, c'est environ 2 heures sans compter les standards. Environ 7 heures de mesure, pardon, sans compter les standards. En fonction aussi de la taille des échantillons, ça peut changer. Ici, il y a plein d'informations que je vais délivrer un peu au compte-gouttes. L'une d'entre elles, c'est les points jaunes qui sont là. Ce sont tous des standards d'air. J'en ai passé bien plus que les 11 qui sont dans le plot, mais j'en ai 11 parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne voit même pas qu'il y en a 11. Et l'idée, c'est de démontrer la reproductibilité externe de cette technique. En tout cas, sur des standards bien contrôlés, c'est très reproductible. Bien entendu, tout ce qui saute au nez, ce qui saute aux yeux, pardon, c'est le fait, ça peut sauter au nez aussi, c'est le fait que dans cette échelle, je vous le rappelle, on attendait le grand delta 15N15N entre 0 et 1,5 pour 1000 dans la nature. Ce qu'on observe, c'est des variations qui est 10 fois plus importantes, avec des valeurs qui sont jusqu'à 19 pour 1000 pour le standard de composition atmosphérique. C'est ça dont je parlais plus tôt quand je disais qu'à UCLA, et les gens qui m'ont précédé avaient trouvé un enrichissement remarquable de l'air en grand delta 15N. L'autre information, c'est que tous les autres points qui sont les ronds gris, ce sont des gaz hydrothermaux, mais j'ai aussi mis dedans des gaz crustaux, des gaz de bassin sédimentaire, des gaz de bassin de Sudbury, que tu dois connaître, je crois. Pas les gaz, mais en tout cas le point. Et, donc des gaz qui sont dans des environnements crustaux, c'est un peu tout mélangé intentionnellement. L'idée, c'est qu'on voit bien qu'en fait, on va avoir tout de suite une systématique qui va permettre de dire à quel point est-ce que l'azote d'un gaz donné est contaminé par l'air ou pas. Et en gros, c'est ça cette présentation. On va discuter à quel point on est contaminé par l'air. Avant de continuer, de commencer à montrer les données dans le détail, je vais quand même rappeler qu'aucun de ces échantillons, sans exception, il y en a environ 150, aucun de ces échantillons n'a de présence d'oxygène mesurable. Il n'y a pas d'oxygène dans ces échantillons. Ce sont des échantillons, si on ne pouvait pas mesurer le grand delta 15N15N, on penserait qu'il n'y a pas d'air. Ils n'ont pas vu d'air. Donc c'est un truc important parce que, je vous écoute. Oui, l'air pour le 15-15, c'est 0 ou... C'est là. Ah, c'est là, ok, oui, d'accord. Là, c'est la haute température, c'est-à-dire l'azote dégazé des magmas, mais aussi l'azote métamorphique, l'azote du craquage de la matière organique, etc. C'est l'air de Los Angeles ou... C'est l'air de Los Angeles. C'est l'air de Los Angeles, qui est plus propre que ce qu'on croit. C'est pas comme l'air de la Havane. Bref. Ok. Donc voilà, là je commence un peu à montrer les données dans un peu plus de détails. Bien sûr, je vais faire une présentation sur seulement 3 localisations. Mais avant ça, je montre un peu les données, un peu ce qu'on peut voir. Donc en bleu, là, c'est tous les gaz hydrothermaux, tous les gaz qui viennent de fumerolles ou de fluide volcanique ou de... Comment on appelle ça, de sources chaudes, quoi. Sources chaudes, il y a du dégazage. Donc voilà, on voit qu'ils sont effectivement, il y a beaucoup de contamination dans ces gaz-là. Je vais en parler dans le détail dans cette présentation. Il y a aussi quelques gaz qui viennent de mines. Là, c'est des bassins sédimentaires. Là, il y a les mines de Sudbury Creek, qui sont des mines profondes, dont on pense qu'il n'y a pas d'air. On voit bien qu'effectivement, il y a très peu d'air. On peut voir quelques tendances de contamination qui sont très limitées. Mais on peut aussi voir dans le futur qu'il y aura du travail peut-être intéressant pour les gens qui veulent absolument contraindre le bilan d'azote pour ce type d'échantillon.
Là, j'ai mis des échantillons importants qui sont les plus grosses barres d'erreur, qui sont des basaltes de dorsale. J'ai réussi à sortir un peu d'azote, faire une mesure. Évidemment, très peu d'azote, donc grosse barre d'erreur, mais on voit bien qu'on a de l'azote de haute température qui est bien dans la barre d'erreur à 0. Alors que l'azote atmosphérique est à plus 19 promille. Donc voilà, on a les deux choses qui se mélangent ici. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne mélange pas toujours des choses qui ont... Lorsqu'on contamine avec de l'air, on ne mélange pas toujours des choses avec un delta 15 de 0. Donc on pourrait se dire que c'est trivial que l'air, ça va se mélanger, ça va arriver là, parce que par définition, on est à 0. En réalité, il y a plein d'échantillons qui montrent des tendances de contamination avec un pôle atmosphérique qui a été fractionné, isotropiquement, dans le système hydrothermal, pour des raisons qu'on ne comprend pas forcément très bien. Et ça rend la systématique encore plus importante, puisqu'il y a plein d'endroits où on mesurait un delta 15 à -5, sans oxygène, manteau. En fait, non, 100% d'air. Dans cet espace, un mélange, il se traduit par quelle Droite. droite? Ouais. Dans cet espace-là, parce qu'on est sur du... Là, la référence, là, le dénominateur, c'est 14e. Le dénominateur, c'est 14. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer en fait ma présentation. Je vais parler que de 3 zones. Je vais parler de l'Islande, Yellowstone et l'AFL, parce qu'il y a des choses précises que je pourrais dire sur cette localisation. J'aurais pu faire 3 autres présentations différentes sur d'autres localisations. J'ai choisi de parler de zones qui ont à voir avec les points chauds. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, ce qu'on voit ici, là, on a donc les échantillons d'Islande, les échantillons en rouge qu'on reconnaît qui sont très fractionnés de Yellowstone, les échantillons allemands qui étaient ceux qui étaient échantillonnés par les étudiants de Bernard, qui avaient l'air de passer un bon moment. On voit qu'en fait, ils sont très peu contaminés, en fait, ces échantillons, et notamment des échantillons les moins contaminés de toute la systématique qu'on a utilisée. Donc ça, c'est pas mal. Les échantillons verts, par exemple, c'est pris à différents moments, à différents endroits? C'est pris à différents moments, mais il n'y a que 2 sources qui sortent de l'azote et des gaz menthéliques. Donc c'est Victoria Kell et Schlecht Kell, je crois, ce qui veut dire la source de soufre. Il y a 2 sources et ils vont à différents moments. Une de ces 2 sources, c'est ce qui a permis d'écrire un papier Nature en 2016 sur le xénon. T'as pas de relation ici avec la localité? Avec la localité, non, pas de relation simple. Non, ce qui se passe, c'est le lundi, il se trouve pour une raison inconnue que le système hydrothermal a un petit pulse magnétique. Et le lendemain, un peu moins. C'est ce qu'on si on voit aussi sur Yellowstone, je pourrais en parler aussi dans le détail, je ne vais pas le faire. Mais sur Yellowstone aussi sur un site donné. Entre la nuit et le jour, je ne sais pas pourquoi. Il y a des relations différentes de contamination atmosphérique. Bref, quand je dis contamination, encore une fois, je ne parle pas de contamination pendant l'échantillonnage, mais bien du système. De subsurface. Cinétique. Et de fractionnement cinétique aussi qui va expliquer le delta 15, les variations de delta 15. Donc, première conclusion très générale, il y a une valeur moyenne de ce traceur de la contamination qui est en fait très élevé, très différent de 0. Donc il y a beaucoup d'azote atmosphérique. Donc, dans ces fluides qu'on pense être de haute température, qu'on pense être des beaux représentants de composition menthélique. Il faut faire attention. Dans très, très léger détail, on voit évidemment des fractionnements à une valeur donnée de la valeur atmosphérique en delta 15. Encore une fois, ça fonctionne bien sur l'analogie des fractionnements indépendants de la masse du soufre pour ceux qui sont intéressés. On conserve un fractionnement indépendant de la masse en quinzaine et on exprime des variations isotropiques sur une droite, comme ça. On l'exprime aussi ici, puis après on mélange. Ce qui se passe ici, c'est qu'on voit un léger fractionnement, léger qui quand même exprime des valeurs jusqu'à -5 promille dans le cas de l'Islande, des valeurs qui, dans un autre contexte, auraient pu être prises pour des valeurs menthéliques, qui en fait n'ont à voir qu'avec de l'air qui a été fractionné dans un système hydrothermal, au moment de dégazage d'eau de haute température, etc. C'est un seul endroit en Islande ou plusieurs endroits? C'est plein d'endroits. Okay. C'est plein d'endroits en Islande. C'est pas côté Stariki. Pardon? Très bien. Mais c'est pas évident. Mais bon. Là, par contre, sur Yellowstone, dont je vais parler dans une seconde, oui, là, je voulais juste dire que les valeurs basses en delta 15 qui ressemblent au manteau convectif ne sont pas du tout systématiquement du manteau convectif. On le voit bien grâce à cette étude. On voit bien ici, par contre, Yellowstone, là, c'est bien qu'il y a 2 sites qui sont juste à côté les uns des autres, où il y a des variations journalières. Dont je ne parle pas, mais bon, j'ai toutes les datas, etc. dans le détail. On voit bien des échantillons qui sont très fractionnés, et ça n'a rien à voir avec une dispersion géographique. On est bien sur des sites très très localisés. On a des grosses tendances. Là, ce que je voulais dire, c'est que pour ces échantillons, on voit de l'azote profond. C'est-à-dire on voit une contribution d'un azote qui est au niveau de l'intercept ici, qui vient contribuer sur l'azote du point. Donc ce que ça veut dire, c'est que en fait, on peut caractériser, grâce à notre systématique, on va pouvoir caractériser le pôle profond de Yellowstone et d'AFL, c'est-à-dire le pôle qui donne de l'azote de haute température au système hydrothermal, qui en fait est là.
donc, en faisant des simples relations de mélange toutes simples, parce qu'en fait on sait que dans cet espace isotopique, l'intérêt, je pense, en tout cas un des intérêts de cet espace, c'est qu'on sait qu'on peut projeter toutes les tendances à zéro. Il n'y a pas de valeur négative, ça n'existe pas. On peut projeter les tendances à zéro, donc on peut dire que l'effet, avec beaucoup de confiance, que la valeur est à -1. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Et pour Yellowstone, c'est des valeurs positives à +3, +2, une barre d'erreur là-dedans qui n'est pas très bien estimée, mais une valeur moyenne qui ressemble aux prédictions qui avaient été faites précédemment sur d'autres points chauds. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, alors là, je m'étais posé la question, pourquoi est-ce que parfois on voit ce pôle profond qui s'exprime, puis parfois on ne le voit pas dans l'Islande. Ça, on pense qu'on a un élément de réponse grâce aux isotopes de l'argon. C'est mon deuxième diagramme isotopique, il y en aura 3. Donc ça, c'est le deuxième. Là, je remonte le grand delta 30, qui est la même chose que le grand delta 15, même chose. Je remonte encore la valeur à +19 et la valeur à 0 pour la haute température. Et là, cette fois, je peux les donner en fonction du rapport isotopique de l'argon, qui ont été mesurés dans différents laboratoires. Et ce qu'on voit, c'est que l'azote et l'argon, c'est intéressant pour plein de raisons. On pense que c'est des espèces de jumeaux géochimiques qui se comportent de manière similaire dans les processus de dégazage magnétique. C'est des solubilités quasiment indistinguables. Donc c'est un sens de les plotter les uns contre les autres. Et là, ce qu'on voit, c'est une corrélation qui permet d'expliquer les données. On peut fitter ces données. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, l'Islande, toutes les valeurs en argon sont atmosphériques. Donc finalement, on n'est pas surpris de ne pas voir l'azote monter. Tout l'azote doit être aussi atmosphérique quand l'argon est totalement atmosphérique. En revanche, pour les valeurs en Eiffel, le fameux échantillon de rôle, là, ça doit être celui-ci, je crois, là, on voit des grosses contributions montéliques, et même pour Yellowstone aussi. On peut fitter les données avec des hyperboles de mélange. Là, c'est dans cet espace isotopique, pour pouvoir fitter la donnée avec la bonne hyperbole, il faut rentrer dans le modèle de mélange le bon rapport azote-argon du pôle de l'effet. En faisant ça, en fait, on se retrouve à devoir fitter les données, on doit utiliser un N236 que l'on pense être celui de la valeur du point chaud. Finalement, on peut retrouver le rapport argon 36 du point chaud de l'effet, qui est de 5 millions environ. C'est une valeur qui ne vous parle pas. La valeur du manteau source des morts, du manteau convectif, on pense qu'elle est environ à 2 millions. Elle est assez bien contrôlée, relativement bien contrôlée. Donc là, on a un léger excès marginal. On a un excès marginal d'azote dans la source de l'effet. Alors pour Yellowstone, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une variation, il y a un outlier en fait qui monte. Je pense qu'on peut expliquer cet outlier par une petite contamination crustale, dont je ne vais pas parler, mais j'ai des slides supplémentaires si besoin. Pour expliquer les données les plus moins contaminées, les plus basses, on a besoin d'un rapport argon 36 de 1,6 million. Pourquoi c'est un peu différent alors que la courbe est très similaire? Parce qu'en fait, il se trouve que ces points chauds ont des rapports isotopiques de l'argon très différents, donc du coup, sur cette échelle logarithmique. Donc du coup, pour obtenir la même courbature, il faut des rapports azote-argon, il faut des rapports chimiques très différents. Donc on se retrouve avec l'explication d'une donnée, pour expliquer les données les moins contaminées de Yellowstone, avec un rapport azote-argon d'environ 2 millions, comme le manteau source des morts. Ça c'est intéressant, puisque du coup, on se retrouve avec l'idée que certains points chauds peuvent montrer des variations de delta 15, c'est-à-dire des valeurs très différentes du manteau source des morts, plus 3 pour 8, mais avec un rapport azote-argon qui n'est, en réalité, qui est indistinguable. Ça, c'est quelque chose d'important pour discuter la notion d'acquisition d'azote dans ce point chaud par subduction. Excuse-moi, tu as une idée des erreurs sur tes films? Les erreurs, elles sont ici, pour le 4,7, elle était de 1, elle est de 1 million, et pour le 1,6, elle est dissymétrique, mais elle est c'est plus 0,6 moins 0,8, quelque chose comme ça. Il faudrait que j'ai la valeur quelque part. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est relativement significatif. Ben, ouais. Relativement significatif. Donc voilà, on se retrouve avec je pense, grâce à ces systématiques, on peut commencer à montrer que les points chauds, certains points chauds, en tout cas dans le cas de Yellowstone par exemple, qui est un point chaud très primitif avec beaucoup d'hélium 3, que en fait les variations de delta 15 ne sont pas forcément liées à des apports d'azote. En tout cas, c'est pas montré par le rapport azote. Bon. Alors ça évidemment c'est un peu tiré par les cheveux, c'est une hyperbole de mélange qu'il faut contraindre avec des données, c'est un peu contaminé, on n'est pas sûr. Donc on a utilisé le troisième petit isotopique qui est celui-ci, qui est encore une fois le même truc dont je parle depuis le début. Cette fois-ci en fonction directement du rapport chimique azote-hélium 3, qui lui aussi est un indicateur de possibilité d'acquisition d'azote par une source mantélique. Là-dedans, on reconnaît la composition de l'air, qui est ici, avec une valeur en azote qui est très élevée. Mais on a aussi un rapport azote-hélium 3 qui est monstrueux, voilà, puisque l'hélium 3 s'échappe de l'atmosphère, ne s'accumule pas, donc on a 10 puissance 11 par rapport au manteau qui a 1 million. Entre 1 million et 4 millions en fonction des différents. L'air est extrêmement élevé
en rapport azote-hélium, ce qui est un problème quand on ne dispose pas de cette mesure, parce que du coup, ce que je vais montrer avec l'azote, on peut avoir des énormes variations du rapport N2 hélium-3. Elles sont très difficiles à comprendre si on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe sur cet axe. Donc là, c'est ce que je montre ici pour les échantillons islandais. Normalement, les mélanges avec les pôles mantéliques, on les attend sur des hyperboles qui sont assez angulaires, à cause de la définition de la façon dont ce diagramme est créé. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une espèce de ligne horizontale qui pourrait bien correspondre à la partie horizontale de cette relation de mélange, si on avait de la chance. Bien entendu, on n'a pas d'échantillon ici de haute température, donc c'est encore difficile de conclure. Mais il semblerait que les données soient consistantes. Je ne sais pas comment on dit en français. Cohérent. Pardon? Cohérent. Cohérente. Je veux dire consistante. Avec le mélange avec un gaz de composition mantélique. Bien entendu, on n'a pas d'échantillon de haute température, on ne va pas conclure là-dessus. En revanche, dès qu'on plotte les échantillons de Yellowstone, les données deviennent self-speaking, je ne sais pas comment on dit en français. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'invoquer des gaz de composition qui ont à voir avec du slab, qui aurait amené beaucoup d'azote, mais pas d'hélium-3, pour expliquer les compositions du pôle mantélique à Yellowstone, malgré un delta-15 positif. Ici, on voit bien qu'on est clairement sur un mélange avec un pôle mantélique, tout ce qui est plus conventionnel. Pardon, la température de la mer. Les températures des gaz elles-mêmes, oui, elles sont très similaires. Entre, on va dire, 50 degrés et 250 degrés. Pas un facteur de fractionnement. Il n'y a pas de facteur de fractionnement. Et d'ailleurs, on peut regarder aussi, dans le cas pour les gens qui sont intéressés par ces gaz, on peut regarder les rapports hélium-argon. On voit qu'ils n'ont pas été fractionnés par des processus de dégazage ou quoi. Donc on sait qu'on n'a pas de perte de la formation mantélique dans ces gaz-là. Ça peut se démontrer sur les gaz rares. En tout cas, ça peut se suggérer sur les gaz rares. Donc encore une fois, même conclusion, on se retrouve avec de l'azote qui est associé à des points chauds, qui montrent, comme je le disais plus tôt, des delta-15 qui varient, mais qui ne montrent pas de variation du rapport azote-hélium. Même conclusion qu'avec l'argon, alors avec un traceur qui est bien plus sensible, qui là varie sur plein d'ordres de grandeur, on n'a pas besoin d'invoquer de l'apport d'azote subducté de surface pour expliquer la composition de Yellowstone. Bon alors quand même, j'ai pas oublié les faits, ici je montre les données. On se rend compte qu'en fait, quand on regarde les faits, il y a peut-être une petite suggestion dans ces gaz-là d'un rapport azote-hélium élevé. Bien sûr, l'échelle est telle qu'on a l'impression que c'est petit, mais c'est quand même entre un ordre de grandeur et peut-être un facteur de 2 ou 3 d'enrichissement. Donc il y a peut-être de l'azote recyclé dans la source de l'effet, et il y a moyen d'essayer de discuter avec quelques petits diagrammes de géochimie que je vais montrer. Donc ce que je veux dire, c'est voilà, peut-être que dans certains cas, la variation de delta-15 est liée à de la subduction. Ce que j'essaie de dire, c'est pas de compliquer le message, c'est que il y a plus qu'un processus qui peut fractionner l'isotope de l'azote. C'est deux isotopes qui peuvent être fractionnés par des mélanges, mais qui peuvent peut-être être fractionnés par d'autres systématiques. C'est ce que j'essaie de dire ici. Dans le cas de l'effet, il se peut qu'on ait à voir avec un petit apport de subduction. J'ai menti quand je disais qu'il y avait 3 diagrammes de géochimie. En fait, il y a aussi ceci, mais je vais en parler pendant quelques minutes seulement pour les fans de géochimie du manteau. Là, je montre le rapport azote-hélium et le rapport azote-argon en fonction de delta-15 des N-members, des pôles que j'ai définis dans cette étude. Ici, ne faites pas attention au point jaune, ça n'a pas d'intérêt pour cette petite démonstration. L'idée, c'est que là, on a le pôle du manteau convectif qui est bien défini en rapport isotopique ainsi qu'en rapport élémentaire. Et on a les pôles qu'on apporte avec cette étude, qui n'étaient pas définis avant cette étude, que sont donc un rapport azote-hélium un petit peu élevé, un rapport azote-argon un petit peu élevé pour l'effet, et pas de changement pour Yellowstone. Donc on peut expliquer assez facilement l'effet avec un petit peu de recyclage, un petit peu d'ajout d'un pôle recyclé qui a un rapport azote-hélium énorme et un rapport azote-argon assez élevé. En revanche, pour Yellowstone, ça ne marche pas, on a besoin de compositions, surtout dans ce diagramme-là, qui sont complètement improbables avec des delta-15 de plus 50, afin que la relation de mélange soit quasiment plate dans cet espace, pour pouvoir expliquer un delta-15 positif sans augmentation du rapport azote-argon. Ça paraît pas probable. On peut s'amuser à spéculer d'une manière extrême en décidant qu'en fait, c'est pas le pôle recyclé qui est bizarre, en fait c'est le pôle primitif de Yellowstone qui, comme par hasard, devrait être décidé d'une manière arbitraire comme ayant un rapport très bas, ce qui n'a jamais été observé nulle part. Mais si on le fait, on peut expliquer la composition de Yellowstone, mais on considère que c'est quelque chose qui est relativement improbable, ou en tout cas qui serait une coïncidence parfaite qui permettrait d'expliquer les données qui ne paraissent pas probables, mais qu'on ne peut pas exclure, bien entendu. Donc là, ce que je vais finir, c'est quand le manteau source des points chauds a un enrichissement en azote en quinzaine, donc avec un delta 15 positif,
il se peut que dans certains cas, oui, effectivement, on est à voir avec des composants recyclés qui viennent influencer cette source, mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément très simple d'expliquer ces compositions pour d'autres points chauds. Par exemple, dans le cas de Yellowstone, bien entendu, il nous faut plus de données. Il nous faut des vraies données sur Hawaï, il nous faut des données sur de la Réunion peut-être, pour venir essayer de discuter de cet aspect, mais les premières données qu'on a obtenues ne semblent pas conclure de manière très simple pour le scénario de la subduction pour expliquer la composition de Yellowstone. Alors, je vais parler d'une partie modèle, parce qu'il faut une partie modèle dans chaque présentation. Mais avant ça, je voulais juste montrer les premiers résultats qu'on a obtenus avec Magali Bonifaci, justement, sur des échantillons, dans le même diagramme, très brièvement, je vais très peu les décrire, mais je vais les montrer comme ça. Là, c'est la Guadeloupe et là, c'est l'île de Sainte-Lucie, qui sont des îles de l'arc caribéen. On sait qu'il y a évidemment une subduction. Dans ce diagramme, on voit clairement des enrichissements en azote qui correspond bien à l'azote mantélique, hein, qui n'est pas contaminé par l'air. On voit bien qu'ici, il va falloir que dans les zones de subduction, on voit bien de l'azote qui a été amené au coin du manteau par le slab, qui vient participer au magma d'arc. Alors, du coup, comment utiliser ces données pour discuter le cycle général de l'azote? Bon, c'est pas encore très clair, on a très peu de données sur la zone de subduction. Mais il se peut que l'azote soit entièrement dévolatilisé du slab, se retrouve dans le coin de manteau. Peut-être que c'est pas systématique, puisqu'on voit sur certains échantillons que les composants qui ne sont pas des magmas d'arc comme AFL, on voit quand même des composants qui semblent être subductés. Donc là, il y a du travail à faire. On espère pouvoir utiliser cette nouvelle systématique pour décrire la géodynamique de l'azote à l'échelle globale, dans le futur, proche et moins proche. Alors, du coup, je reviens un peu à cette question de départ, que j'avais posée, hein, si les planètes subissent des événements de très haute température, comment est-ce qu'elles peuvent obtenir le moindre volatile? Est-ce que ce ne serait pas la subduction qui apporterait ces volatiles? Alors, pour essayer de discuter ça, ce que je disais récemment, juste avant dans ma présentation, c'est que la composition de certains points chauds ne montrait pas d'évidence de recyclage d'azote par rapport au manteau convectif. Mais quid de cette composition du manteau convectif, hein, le rapport azote-hélium de 1 million? Est-ce que c'est un rapport qui lui-même a été obtenu par la subduction au cours des temps géologiques, ou est-ce que c'est une sorte de rapport primitif? Donc là, c'est très dur de répondre à cette question, bien entendu. Ce qu'on a essayé de faire, c'est un petit modèle de 2 watts, de géochimistes, qui permet de décrire l'évolution isotopique. J'ai encore menti. C'est très simple. Mais c'est très simple. Ordre 0, ça permet de décrire ce qu'on pense pouvoir être les quantums. Je vais donner, à mon avis, un résultat qui est important, avec ce truc très simpliste. L'idée, c'est de venir discuter cette notion d'échange entre la surface et le manteau convectif au cours des temps géologiques. Ce manteau convectif qu'on sait a un delta quinzaine de moins 5 pour 1000, et dont on se demande si le rapport azote-hélium a été acquis par la subduction ou pas, finalement. Donc, on peut se demander ça. Donc on fait une équation différentielle de tout ce qui est de plus simple, hein, avec la composition d'azote dans le manteau. C'est une fonction de la composition, le flux qui provient de la surface de subduction moins le flux de dégazage, et inversement pour la surface. Et on modélise les concentrations ainsi que les rapports isotopiques pour ces 2 réservoirs au cours du temps en fonction de leurs échanges. Ici je montre le cas populaire que tout le monde reprend, qui est l'idée que le manteau a commencé avec un delta quinzaine extrêmement négatif, à moins 40, et est arrivé à moins 5 au cours des temps géologiques au travers de la subduction. On aurait subducté des composants de surface qui auraient monté le delta quinzaine. Quand on modélise ça en prenant les flux, tout simplement, prenant les flux qui existent dans la littérature, on se retrouve avec un manteau qui évolue au-dessus de la composition de l'air. Pourquoi? Parce que systématiquement, la formation de sédiments et la subduction de ces sédiments est associée à un fractionnement isotopique qui mène le sédiment à être enrichi par rapport à l'azote atmosphérique. Ce que ça veut dire, c'est que quel que soit le scénario auquel on pense, lorsqu'il y a du recyclage d'azote dans le manteau doit augmenter au-dessus de la valeur de l'air. C'est ce qu'on appelle le steady state isotopique. Lorsque le système arrive à un steady state, quels que soient les processus que l'on peut imaginer, on doit mener l'azote du manteau supérieur à la valeur de l'air. Et bien entendu, on observe l'inverse. Le manteau, on attend aux alentours de moins 5 pour 1000, et là on l'observe à 0. Donc ça, il y a une idée qui est inéchappable, on ne peut pas échapper, c'est qu'on est dans un système en déséquilibre isotopique, on n'est pas en steady state. Et pourtant, dès lors que l'on essaie d'utiliser les flux actuels que l'on connaît, on se retrouve à pousser le système à l'équilibre en steady state, qui n'est pas ce que l'on observe. Ce que ça nous dit, c'est que les flux de subduction que l'on pense connaître ne s'appliquent probablement pas au passé. Ça, il va falloir réfléchir sur comment est-ce que les flux d'azote dans le passé ont été très différents. Pardon? Ou alors il manque un processus. Alors il manque un processus, mais jusque-là, c'est relativement simple en fait.
Dégazage de morve à moins 5 pour 1000. Sédiments sont tous à plus 3, au cours des temps géologiques, il n'y a pas de variation. Et l'air est à 0. On pense connaître assez bien la distribution de ces isotopes, à moins qu'il y ait effectivement une grosse inconnue, quelque chose qu'on n'a pas compris du tout. Effectivement, c'est toujours possible. Juste, disons que dans la compréhension qu'on a actuellement, ça paraît peu probable. Mais s'il y a un nouveau processus, je suis intéressé. Alors, je me suis amusé à faire des modèles en changeant les flux, en faisant des flux qui changent au cours des temps géologiques. Là, c'est vraiment, j'en parle pendant 2 minutes. Ce qui compte, encore une fois, c'est ce qui est là-haut, c'est le delta quinzaine qui évolue au cours des temps géologiques. Temps zéro, c'est-à-dire accrétion au gros de la Terre, temps actuel. Là, je fais évoluer un manteau qui contient différentes concentrations d'azote, avec une surface qui contient différentes concentrations d'azote, différents rapports isotopiques. Ça commence toujours en moins 40. Dans tous les cas, en fait, ça finit toujours beaucoup trop haut. Et ça, c'est à cause de ce processus de subduction de sédiments qui sont toujours à plus 3 pour 1000. Les sédiments sont formés à plus 3 pour 1000 avec un R à 0. C'est parce qu'il y a un fractionnement isotopique pendant la formation du sédiment. Donc, quoi qu'il arrive, à cause de ce fractionnement, si on veut expliquer l'azote du manteau comme étant de la subduction, il faudrait observer un manteau très positif en delta quinzaine, ce qui n'est pas ce qu'on observe. Donc là, il y a un problème. Mais parce que toi, tu dis que tout le volatile est recyclé dans le manteau, mais il y a plein de gens qui disent que ça sort dans les arcs aussi. C'est ce qui doit se passer probablement. Mais si tu prends les flux actuels, et tu fais la soustraction comme on fait souvent, comme Busigny l'a fait en 2011, entre ce qui sort des arcs et ce qui rentre, en fait, normalement, tu devrais quasiment tout recycler. D'après ces publications. Et je pense que ça ne s'applique pas trivialement au passé. Vous faites l'hypothèse que les sédiments ont une composition isotopique constante. Mais ce n'est pas une force hypothèse, puisqu'en fait, on a à peu près 3 décennies de géochimie sur ces sédiments. Je vais montrer les résultats juste après, qui montrent que les delta quinzaine, il n'y a pas d'évolution séculaire. Je vais montrer. Mais là, ce que je voulais dire, c'est ça, justement. Si ces modèles sont justes, il y a une conséquence importante qu'il faut avoir en tête, c'est que tout est prédit. Si le manteau commence à moins 40, il finit aux alentours de 0, on va dire, il faut que l'air commence à plus 10, plus 20, ici, elle commence à plus 30. Ça, on ne voit même pas, simplement pour balancer les deux réservoirs. Et ces valeurs extrêmement positives dans le passé, qui auraient débaissé comme ça pour le temps, on ne les connaît pas très bien. Est-ce que le point de départ ne va pas être varié par la formation du noyau? Si, ça c'est vraiment un truc important. Si, je pense qu'il y a de ça en fait. Je pense que c'est ça la différence entre les compétences statiques et le manteau terrestre. Sauf que, voilà, avant d'en arriver là, il faut éliminer la subduction. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça la solution. Je pense que c'est ça. Mais il y a une vraie question, la subduction. Si ça subducte, est-ce qu'on voit une évolution séculaire des delta quinzaine? Elle est très élusive, cette évolution, si elle existe. Ça, c'est le delta quinzaine. Là-dedans, il y a à peu près 900 sédiments qui ont été mesurés. C'est un papier de revue qui a été écrit par Christophe Tomaso en 2013 dans Elements. Il y en a d'autres, des plus récents, qui n'ont pas changé cette conclusion. Notamment, il y en a un en 2016 par Magali Allaire, qui est aussi de l'IPG. Donc, c'est jusqu'à 50. Il y a des épisodes bizarres. Il y a des épisodes vraiment curieux qui se passent. Ici, il y aurait peut-être des influences de comètes, on ne sait pas très bien. Mais ce qui compte, c'est ces moyennes qui sont faites par ces gens, c'est pas moi. Et ce qu'on voit, c'est surtout... Ce mot vous excuse. C'est pas moi. Mais l'important, c'est que je pense que, oui, il y a peut-être un épisode bizarre ici au néoprote, mais à l'archéen, il n'y a pas de valeur extrême. Les valeurs extrêmes dont on aurait besoin pour expliquer un échange très spéculatif entre le manteau et la surface, ces valeurs extrêmes, il faudrait avoir des valeurs systématiquement très élevées qui baissent comme ça au cours des temps géologiques, on ne voit pas. Donc là, il y a quelque chose, je pourrais rajouter quelques données sur certaines études qui ont été faites sur les inclusions fluides, non pas sur les sédiments, qui soi-disant seraient des capteurs de l'eau de mer ancienne. Pareil, delta quinzaine entre 0 et 2 points dans les inclusions fluides. Même dans les inclusions qui ont 3,8 milliards d'années. Si tant est qu'elles aient vraiment conservé le... Voilà. Voilà, bien sûr, il y a plein de petites questions. Mais jusque-là, il n'y a pas vraiment d'évidence claire d'évolution séculaire pour les échantillons sédimentaires. Je ne parle pas des diamants, parce que c'est compliqué, mais on va passer non plus dans les diamants qui sont un peu le complément des sédiments, mais dans le manteau. Donc du coup, en fait, on se retrouve à devoir forcer, pour pouvoir expliquer les compositions actuelles en prenant des flux réalistes, plus ou moins réalistes. On est obligé de forcer le delta quinzaine de l'air comme étant très proche de l'air actuel, là. Le manteau actuel est là. Pour obtenir des compositions qui filent à peu près en utilisant un simple modèle vraiment de premier ordre et qui ne devrait pas être très complexe, on est obligé d'utiliser un delta quinzaine initial, avec des concentrations initiales qui sont ici, qui sont en fait très peu différentes de l'actuel, avec des flux très faibles. On est obligé de forcer des flux très faibles afin de pouvoir expliquer toutes les données, l'absence d'évolution séculaire et les compositions actuelles en delta quinzaine et les concentrations d'azote dans le manteau.
Donc voilà, bien sûr, hein, tout ça, ça reste du modèle, bien entendu, il faut continuer à discuter. Mais pour le moment, c'est là où on en est dans notre réflexion. On ne comprend pas très bien comment est-ce qu'on pourrait expliquer la composition du manteau comme étant le produit de l'accumulation d'azote subducté au cours des temps géologiques. Donc du coup, si je reviens sur ça, c'est ma slide d'avant-conclusion. On ne sait pas très bien comment est-ce que les volatiles ont survécu, mais visiblement, on pense qu'ils ont dû survivre. Il y en a une fraction qui a dû survivre, qui n'a pas été apportée par les comètes, qui n'a pas été apportée par la subduction, mais qui a un aspect primordial qui a dû être acquis immédiatement après la formation de la Terre, peut-être via équilibre entre manteau et noyau. Et ça, c'est des questions qu'il faut vraiment essayer de prendre en main. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ah, oui, je poserai ma question. Ok. Voilà, là, je conclue en fait. Je voulais juste dire, bon, on peut quantifier les contributions d'air en termes de N2 dans les échantillons naturels. On espère pouvoir le faire un jour dans les roches. On espère pouvoir le faire un jour dans les échantillons qui contiennent très peu d'azote. Les delta 15 négatifs ne sont pas systématiquement associés à du manteau. En fait, même dans les systèmes hydrothermaux, c'est rarissime. On voit des delta 15 négatifs que ce soit associé à du manteau, d'une manière intéressante. Le manteau, déjà j'ai appelé ça le manteau profond, en fait ça correspond au manteau source des points chauds qu'on a étudiés. En fait, il n'est pas différent des morphes du point de vue des rapports élémentaires, même s'ils peuvent varier du point de vue de delta 15. Ça pose la question de notion de si ça ne varie pas d'un point de vue de rapport élémentaire et de concentration, du coup, qu'est-ce qui fait varier le delta 15 entre du morph et la source des points chauds, peut-être des processus intramantéliques qu'il va falloir essayer de comprendre. Ouais, c'est un peu la question que je posais là. Et je terminais avec l'idée un petit peu de spéculation que je propose dans cette présentation, que en fait, la surface et le manteau sont largement déconnectés en termes d'échange d'azote. Sont restés largement déconnectés au cours des temps géologiques. Et je m'arrête là. Ça parlait 35 minutes et j'ai parlé 50 minutes. Merci beaucoup, mais tu as été interrompu plusieurs fois. Ah oui. Des questions? Ouais. Justement, pour en revenir à ce que disait Ali, les échantillons lunaires alors? Oui, quelle est la question? Bah, ils sont pleins de. Vous les avez pas analysés? Il y a plein de volatiles dedans. Il y a des volatiles, mais alors le problème des échantillons qui sont irradiés par le vent solaire, Oui, mais tu sais, tu peux t'en affranchir. c'est qu'ils sont gavés d'azote à moins 400 promille. Donc le problème d'avoir un petit peu de moins 400 Même promille. ceux qui sont en inclusion. Voilà, il faudrait le faire, je suis d'accord, il faudrait le faire. Et il va falloir réussir à prendre l'inclusion qui n'est absolument pas influencée par l'implantation du vent solaire. Si la moindre influence, on se prend 10 promille, 20 promille, 30 promille. Donc il va falloir le faire un jour, mais je ne sais pas si je le ferai moi. Okay. Okay. So histoire de Kanzen. Est-ce qu'il y a des données de savoir ça prend combien de temps pour arriver à l'équilibre à la condition ambiante? Par exemple, si on a des éruptions volcaniques de, je ne sais pas, à quelques centaines de degrés et à 6 à 20 fois 10, 200... Alors, on ne connaît pas les taux de réaction en fait, de casse et de reformation de la molécule, la triple liaison entre deux N. Tout ce qu'on peut dire, c'est que moi j'ai fait des expériences de chauffe, de gaz à 800 degrés. Je les ai tenues dans un four pendant 69 jours. Et pendant 69, pour voir si je pouvais rééquilibrer effectivement le N2. Et pendant 69 jours, j'ai fait jusqu'à 69 jours, il n'y a jamais eu la moindre variation mesurable. Donc s'il y a des variations qui sont de rééquilibration à haute température à 800 degrés, elles doivent être beaucoup plus longues que 70 jours. Sachant que les timescales, les échelles de temps qu'on imagine pour les fluides dans les systèmes hydrothermaux, c'est plutôt quelques jours. On n'est pas sur du 70 jours du tout. Donc on pense qu'on ne rééquilibre pas l'azote par la haute température dans le système hydrothermal. Et à plus basse température, Mais du coup, à plus basse température, c'est plus long. c'est plus long à équilibrer. C'est plus long parce que comme la cinétique de casse de la liaison est ultra forte, la liaison N2 elle est basée sur la cinétique, c'est un interplay entre temps et température. Et plus tu baisses la température, plus c'est. Donc du coup, la question se posera bien entendu le jour où quelqu'un voudra mesurer l'atmosphère ancienne, en prenant des inclusions fluides qui sont restées soi-disant à basse température, pendant plusieurs millions d'années, là ça se posera la question. Et pour les échantillons volcaniques ou hydrothermaux, on n'est pas encore cette limite ne nous atteint pas. En fait.
Ça me pose un peu de questions de la, comment dire, chicken and egg. Donc, composition de l'atmosphère, c'était formé comment? Alors, je ne l'ai pas du tout dit. Ouais. En fait, premièrement, c'est pas clair. Ouais, ok. Ce que pense Ed Young, qui est l'atmosphéricien, qui était mon directeur de postdoc, c'est des relations de. Il y a un papier là-dessus. Ouais. Des relations de photodissociation de Ouais. N2 en présence d'oxygène dans l'atmosphère avec des mécanismes de très haute énergie. Donc on est sur la thermosphère, on est bien au-delà de la stratosphère. Donc, Il y a des on réunit tout et ça va. Et après, ça se remélangerait. Ouais. Ça se remélangerait. C'est pas trivial comme processus, mais c'est pas un processus biogéochimique. Il y a des expériences qui ont été faites de culture de bactéries qui bouffent des nitrates ou de l'ammoniax. Ça ne donne absolument aucune anomalie en quinzaine. Et en revanche, ils ont fait des expériences de photodissociation contrôlées. Et ils ont vu ces anomalies se produire. On pense que c'est de la photodissociation moderne, actuelle, qui se passe maintenant, qui constamment se remet. Olga? Oui, les fluides géothermaux, ils sont tous à l'origine de l'eau de pluie, surtout. Et on ne sait pas peut-être à 18, et l'hydrogène aussi, mais il y a une réaction toujours avec les minéraux secondaires pour former les céolites, l'argile, etc. Quel est le façonnement de delta 15 lors de ces réactions métamorphiques? Vous les ignorez ou sont nuls? En fait, l'azote ne va pas rentrer dans ces phases minérales. C'est ce qu'on pense. La façon dont l'azote peut rentrer dans les phases minérales, c'est au travers d'une réduction dans la matière organique qui ensuite elle-même solidifie. Lorsqu'il y a des réactions, même de serpentinisation ou d'altération basse ou de température, l'azote reste dissous dans la flotte. Il y a beaucoup de minéraux à base d'ammoniac. Les c'est céolites. Non, je parle des minéraux fumariens. D'accord. Alors, dans ce cas, ça m'amène à la deuxième réponse. Donc ça, c'est donc du coup, ok. En revanche, s'il y avait de la contamination, de la contribution de minéraux qui contiendraient de l'azote, qui viendraient contaminer le système, on pense qu'on le verrait justement sur cette notion d'azote azotélium. C'est pour ça qu'on a du mal encore à interpréter les données de fumerol de la Guadeloupe, parce qu'on voit des rapports élevés, on se demande s'il n'y a pas en fait un peu de contamination par des minéraux qui viendraient se dévolatiliser. Mais jusque-là, c'est vrai que je vais réfléchir à cette question en fait. Je vais réfléchir à cette question en détail. Jusque-là, c'est un truc qu'on a plutôt négligé. Ça vient raison. Je sais pas exactement, il faudrait que je fasse les calculs de concentration d'azote et de concentration de ces minéraux. Surtout dans les céolites qui bouffent tout. Là, Tout c'est vraiment des zéolites. zéolites je sais, il faudrait que je regarde. Je vais regarder. Bon. On va finir comme ça. Jabran est encore là jusqu'à 4h30 si vous avez des questions. Et juste pour finir, c'est le dernier séminaire de 2019, puisqu'on a décidé de ne pas mettre de séminaire parce qu'on a à peu près une soutenance de thèse, voire deux toutes les semaines jusqu'à mi-décembre. Donc voilà, rendez-vous en 2020. Merci beaucoup, Jabran. So that means it's Emily's last seminar as an organizer. Ah. So we've really got J'attends les boîtes de chocolat, bien sûr.